Il y a quelque chose d'étrange que peu de gens osent formuler à voix haute. Une femme qui vieillit seule, une femme qui a traversé des décennies de vie, d'amour, de soins, de dons, une femme qui se retrouve un matin face à son miroir sans personne derrière elle, cette femme-là peut se sentir invisible. Comme si le monde avait décidé de continuer sans elle. Comme si son histoire s'était mise en veille, quelque part entre la dernière relation qu'elle a connue et le silence de sa maison au petit matin. Pourquoi celles qui ont le plus vécu semblent-elles parfois les moins vues? Cette question, gardez-la. Elle est au cœur de tout ce que nous allons traverser ensemble aujourd'hui. Et si vous partez maintenant, avant la fin de cette conversation, vous repartirez avec le même poids que vous avez apporté en arrivant. Mais si vous restez, quelque chose va se déposer en vous. Pas une promesse creuse. Une reconnaissance, un outil, une lumière que vous n'aviez peut-être pas allumée depuis longtemps. Parce que vivre seul à 65, 70, 75 ans, ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est peut-être, enfin, le début de la vôtre. Mira, il faut le dire avec douceur, mais avec clarté. Parce que cette confusion-là coûte très cher. La solteria non acceptée, la solitude portée comme une honte secrète, ce silence que l'on meuble avec la télévision. Allumé en permanence, ce n'est pas un simple passage difficile. C'est une architecture intérieure qui s'effondre lentement, pierre après pierre, si on ne l'entretient pas avec conscience. Laissez ce mot résonner un instant, architecture. Parce que tout ce que nous allons explorer aujourd'hui concerne cette maison que vous êtes, vous avec vos murs, vos pièces, vos fenêtres ouvertes ou fermées, vos caves encore inexplorées, vos greniers où dort peut-être la version la plus libre de vous-même. Nous allons pousser quelques portes ensemble. Il est 7 heures du matin. La lumière entre en biais par la fenêtre de la cuisine. La cafetière fait son bruit familier, ce bruit qui ressemble à une conversation que personne n'a. Sur la table, une seule tasse. Une assiette, un journal peut-être, ou le téléphone qu'on consulte trop vite pour se donner l'illusion de la présence. La journée s'étire devant soi comme un couloir sans porte au bout. On sait qu'on va la traverser. On ne sait pas très bien pourquoi ce matin elle paraît plus longue que d'habitude. Cette scène, vous la reconnaissez peut-être, ou peut-être pas dans ses détails, mais dans sa texture. Dans ce moment suspendu où le silence n'est pas paisible, il est pesant. Où la solitude n'est pas un refuge, elle est une salle d'attente dont on ne sait pas très bien ce qu'on attend. Ce que la recherche en psychologie clinique nous dit, et ce que des décennies de travail psychiatrique confirment, c'est que cet état de suspension, ce flottement entre l'ancienne vie que l'on a connue et la nouvelle vie, que l'on n'a pas encore construite, c'est précisément le moment le plus vulnérable et le plus fertile, à condition de le traverser avec les bons outils. Si vous vous reconnaissez dans cette matinée silencieuse, si quelque chose en vous a dit « oui, c'est moi », alors ce qui suit vous appartient. Et si d'autres femmes autour de vous traversent la même chose, partagez cette conversation avec elles. Parce qu'une des premières choses que la solitude fait, c'est de nous convaincre que nous sommes les seuls à la vivre. Ce n'est jamais vrai. Abonnez-vous aussi parce que ces réflexions ont besoin d'une maison et peut-être que celle-là peut devenir un peu la vôtre. Laissez un mot en commentaire, dites simplement si quelque chose vous a touché. Ce geste compte. Il rompt l'isolement d'une manière que vous ne mesurez peut-être pas encore. Véras, voici maintenant ce que personne ne dit assez franchement et ce qu'il faut entendre même si cela fait un peu peur. La solitude non travaillée, la solitude que l'on subit sans jamais la regarder en face, cette solitude-là ne reste pas stable. Elle évolue, et elle évolue rarement vers le mieux si on la laisse faire seule son chemin. Il y a une femme, appelons-la Marguerite, 69 ans, ancienne institutrice dans un village de Bourgogne. Ses enfants vivaient à Lyon et à Paris. Son mari était parti 3 ans plus tôt, doucement, d'une longue maladie. Elle avait porté cette perte avec une dignité admirable, tout le monde le disait. Courageuse Marguerite, forte. Après les funérailles, les visites s'étaient espacées.
pas par mauvaise volonté, juste par l'inertie naturelle de la vie qui reprend ses droits pour ceux qui la continuent. Et Marguerite, elle, avait commencé à fermer des portes. D'abord le bureau de son mari, qu'elle ne voulait plus voir, puis la pièce du fond où ils aimaient lire ensemble, puis progressivement quelque chose d'autre. Quelque chose d'intérieur, ses amis lui téléphonaient, elle répondait de moins en moins, elle disait « Je vais bien, ne vous inquiétez pas ». Et le soir, elle s'endormait avec la télévision allumée parce que le silence complet était devenu insupportable. 18 mois plus tard, son médecin généraliste lui avait signalé quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir, des troubles de mémoire inhabituels pour son âge, une fatigue chronique, une légère dépression sévère déguisée en résignation tranquille. Sa fille, venue passer un week-end, avait trouvé le réfrigérateur presque vide et les volets fermés à 14 heures de l'après-midi. Ce n'était pas une tragédie subite, c'était l'accumulation silencieuse de jours où personne, et surtout pas Marguerite elle-même, n'avait pris soin de la femme qui vivait dans cette maison fermée. Le coup n'était pas abstrait, il était concret, mesurable, médical. 18 mois de solitude non choisie, non travaillée, non habitée, avaient commencé à restructurer non seulement son quotidien, mais aussi sa neurologie. Pourquoi celles qui ont le plus vécu semblent-elles parfois les moins vues ? Parce qu'on leur a appris à ne pas faire de bruit avec leur douleur. Et ce silence-là, cette forme de politesse intériorisée, peut devenir la plus cruelle des prisons. La recherche en neurosciences sociales est formelle là-dessus. L'isolement prolongé chez les personnes de plus de 65 ans accélère le déclin cognitif de manière significative. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une peur, c'est de la biologie. Le cerveau humain est un organe profondément social. Quand il manque de connexion réelle, il commence à produire moins de certains neurotransmetteurs liés à la motivation et à la clarté mentale. L'hippocampe, cette structure cérébrale responsable de la mémoire, se contracte littéralement sous l'effet chronique de la solitude non gérée. Les études menées à l'université de Chicago par le chercheur John Cacioppo, qui a consacré sa vie entière à comprendre ce que la solitude fait au corps, ont montré que les personnes socialement isolées avaient une espérance de vie réduite équivalente à celle des gros fumeurs. Voilà ce que le silence coûte quand on ne le choisit pas. Mais voilà aussi pourquoi vous êtes là, ce matin ou ce soir, à écouter cette voix. Parce que quelque chose en vous sait que ce n'est pas une fatalité. Parce que quelque chose peut être très petit, très discret, comme une flamme sous la porte d'une pièce longtemps fermée, continue de brûler. Et c'est précisément ce quelque chose que nous allons apprendre à nourrir. Figeac, parce qu'il faut aller encore un peu plus loin dans l'honnêteté avant d'ouvrir les portes vers la lumière. Il y a une forme de solitude qui ne crie pas. Elle ne pleure pas à 3 heures du matin, elle ne cherche pas de bras pour se consoler. Elle s'installe confortablement dans la routine. Elle ressemble à de la paix, mais ce n'en est pas. C'est de l'anesthésie. Et la différence entre les deux, entre la vraie paix et l'anesthésie émotionnelle, est l'une des distinctions les plus importantes qu'une personne puisse apprendre à faire dans sa vie. Quand une femme dit « je suis bien toute seule », j'ai pris mes habitudes, et qu'en même temps quelque chose en elle attendait ce dimanche différemment. Quelque chose retenait son souffle au moment d'un appel téléphonique. Quelque chose regardait 2 fois les couples dans la rue, avec une mixture d'attendrissement et d'une douleur qu'elle nommerait pas, alors cette femme n'est pas en paix. Elle est en résistance. Et la résistance coûte une énergie considérable, une énergie qui ne sera plus disponible pour autre chose. La vraie solteria heureuse, la solteria pleine et vivante, dont nous voulons parler aujourd'hui, elle ne ressemble pas à ça. Elle ne se construit pas sur le refus de sentir. Elle se construit sur quelque chose de beaucoup plus courageux, la pleine conscience de ce qui est et le choix, réel et lucide, de l'habiter. Une femme qui n'embrasse pas sa solteria avec conscience, qui la subit sans la transformer, risque de se retrouver dans ce que la psychologie cognitive nomme le rumination chronique.
Ces pensées qui tournent, qui reviennent, qui ressassent des regrets, des occasions manquées, des amours passés, des enfants qui n'appellent pas assez souvent, des amis qui ont leur propre vie. Ces pensées-là, à force, deviennent l'architecture intérieure dominante. Elles construisent un espace mental fait de portes fermées, de murs sans fenêtres, d'un grenier où s'accumule tout ce qu'on n'a pas osé regarder. Et progressivement, sans qu'on s'en rende compte, ce grenier devient plus grand que les pièces habitées. On commence à vivre dans un sous-sol émotionnel, là où la lumière n'entre plus naturellement. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction, c'est simplement ce qui arrive quand on laisse la maison se refermer sur elle-même sans jamais ouvrir une fenêtre. Alors permettez-moi maintenant, parce que nous avons fait ensemble le travail honnête de nommer ce qui fait mal, permettez-moi de vous conduire dans une autre direction. Vers ces 6 façons d'être qui font d'une femme mûre une femme irrésistible. Pas irrésistible au sens superficiel du terme. Pas irrésistible pour les autres d'abord. Irrésistible pour elle-même. Magnétique dans sa propre vie, vivante dans son propre regard, parce que c'est de là que tout part. La première de ces habitudes est celle qui semblera peut-être la plus simple, mais qui est en réalité la plus profondément révolutionnaire pour une femme de cette génération. C'est l'habitude de se regarder. Pas se regarder dans le miroir avec un regard critique qui comptabilise les rides et les cheveux blancs. Pas ce regard-là, ce regard que la culture nous a appris depuis si longtemps, ce regard qui mesure et qui juge et qui compare à une jeunesse révolue. Je parle d'un autre regard, un regard intérieur. Un regard qui dit « Qui suis-je aujourd'hui ?» Pas « Qui étais-je ?» Pas « Qui aurais-je pu être ?» Qui suis-je là, maintenant, dans cette maison, dans ce corps, dans cette vie que j'ai. La pratique de la pleine conscience, celle que des décennies de recherche clinique ont validée comme thérapeutique, commence toujours par là. Par la capacité à s'observer sans jugement, pas sans discernement, attention, sans jugement. Ce qui veut dire sans condamnation, sans cette petite voix intérieure qui dit « à ton âge, tu devrais, tu aurais dû, tu n'as pas ». Tu es trop. Tu n'es pas assez. Voici une pratique concrète, simple, qui peut être commencée dès demain matin. Avant de vous lever, avant même de regarder votre téléphone ou d'allumer quelque chose, prenez 3 minutes. Rien que 3 minutes. Et dans ces 3 minutes, posez une question à voix haute ou dans votre tête. Qu'est-ce qui est bien en moi aujourd'hui ? Pas qu'est-ce qui est bien en moi ? La nuance est essentielle. Vous n'évaluez pas votre situation extérieure. Vous reconnaissez une qualité intérieure, votre patience, votre curiosité, votre capacité à vous souvenir d'une odeur de jardin de 50 ans plus tôt. Votre façon de rire encore à certaines choses. Votre tendresse pour les animaux ou pour les enfants que vous croisez. Quelque chose de réel, de précis de vous. Ce geste, répété chaque matin, commence à transformer la structure de la maison intérieure. Il ouvre une fenêtre dans une pièce qui était restée close. Il ne résout rien en une semaine. Mais en quelques mois, il change la lumière de tout l'espace. La deuxième habitude est celle qui terrifiait une femme nommée Hélène, 62 ans, secrétaire médicale à la retraite depuis 2 ans, vivant seule à Bordeaux depuis la fin de son mariage. Hélène, quand on lui parlait d'accepter sa solteria, elle disait avec cette franchise que seules les femmes libres ont vraiment. Hélène disait « accepter, ça ressemble à capituler ». Et si j'accepte, ça veut dire que je renonce. Cette confusion-là entre l'acceptation et la résignation, c'est peut-être l'une des plus grandes douleurs psychologiques de notre temps. Et elle touche particulièrement les femmes de cette génération qui ont appris à travers des décennies de vie sociale que tenir bon était une vertu, que se battre était nécessaire, que lâcher prise était une faiblesse. L'acceptation, au sens de la psychologie contemplative, ne ressemble pas du tout à ça. L'acceptation ne dit pas « c'est bien ainsi et je n'ai plus rien à espérer ». Elle dit « c'est ainsi maintenant et je peux travailler à partir de là ». Elle dit « voici la réalité de ma vie en ce moment
et je vais lui donner de la valeur plutôt que de me battre contre elle avec une énergie que j'aurais pu investir ailleurs. Une femme qui accepte sa solteria sans la subir n'est pas une femme qui s'est résignée. C'est une femme qui a décidé d'habiter sa propre vie plutôt que d'attendre qu'une autre vie vienne la remplacer. Le praticien de pleine conscience, que vous portez peut-être en vous sans le savoir, ce praticien recommande un exercice précis pour cultiver cette acceptation active. Prenez un moment, une demi-heure suffit, et écrivez sur une feuille de papier 2 colonnes. Dans la première, tout ce que vous ne pouvez pas changer en ce moment dans votre vie. La mort d'un être cher, l'éloignement de vos enfants, l'âge de votre corps. Dans la deuxième colonne, tout ce que vous pouvez encore choisir, ce que vous lisez, ce que vous cuisinez, à qui vous téléphonez, comment vous passez cet après-midi, quelle plante vous mettez sur votre fenêtre. Regardez la deuxième colonne, c'est là que vit votre liberté. Et la liberté, même dans un espace petit, est une flamme qui réchauffe toute la pièce. La troisième habitude est celle du corps et elle mérite qu'on s'y arrête longuement, parce que c'est peut-être là que les femmes de cette génération ont été les plus dépouillées. Pourquoi celles qui ont le plus vécu semblent-elles parfois les moins vues? Parce qu'elles ont appris à mettre leur corps en dernier, après les enfants, après le mari, après les courses, le ménage, les repas, les parents malades, les petits-enfants à garder. Le corps, lui, attendait. Et à un moment donné, à force d'attendre, le corps a commencé à se taire. Et ce silence du corps, cette déconnexion progressive d'avec ses propres sensations physiques, c'est l'une des formes les plus sournoises d'isolement. Parce qu'on peut être seul dans une pièce et ne pas se sentir seul si on habite pleinement son corps. Et on peut être entouré de monde et être profondément seul si on a perdu le contact avec ce corps qui nous porte. La neuroscience de l'affect, les travaux du chercheur Antonio Damasio notamment, ont montré que les émotions ne sont pas seulement dans le cerveau, elles sont dans le corps, dans la façon dont la gorge se serre, dans le poids qui descend sur les épaules un certain soir, dans ce léger frémissement qui arrive quand on entend une certaine musique. Retrouver ces sensations, c'est retrouver une forme de présence à soi-même qui nourrit comme rien d'autre ne peut nourrir. La pratique recommandée ici est celle du scan corporel, que vous pouvez faire chaque soir avant de dormir. Allongé sur votre lit, les yeux fermés, vous portez doucement votre attention du sommet de votre tête jusqu'à la pointe de vos pieds, sans forcer, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Juste observer cet endroit où il y a de la tension, ce muscle qui tient encore quelque chose, ce souffle qui est plus court que vous ne le pensiez, cette douceur dans les mains qu'on ne remarque jamais. Vous restez là avec ce que vous trouvez, sans jugement, 5 minutes. 10 minutes si vous le pouvez. Ce n'est pas un exercice de relaxation au sens banal du terme. C'est un acte d'amour envers vous-même. C'est vous qui dites à votre corps « Je suis là, je t'écoute ». Tu comptes et le corps, qui attendait ce moment depuis longtemps, répond. Escucha parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore dit et qui est peut-être le cœur de toute cette conversation. Une femme irrésistible, à l'âge mûr, n'est pas irrésistible malgré ses années. Elle est irrésistible à cause d'elle, parce que les années font quelque chose au visage, à la voix, à la présence, que rien d'autre ne peut faire. Elles y déposent une vérité. Et la vérité est magnétique, comme rien d'autre au monde. Vous avez perdu des gens, vous avez traversé des deuils, vous avez aimé des êtres que vous n'aimez plus ou que vous ne pouvez plus aimer. Vous avez fait des choix que vous ne referez pas. Vous avez aussi accompli des choses silencieuses et immenses dont personne ne garde la trace, parce que ces choses s'appelaient simplement la vie quotidienne. Préparer un repas chaud quand quelqu'un était malade, rester éveillé la nuit avec un enfant fiévreux, écouter quelqu'un qui n'avait plus personne d'autre à qui parler. Tout ça est en vous, tout ça a construit quelque chose. Et ce quelque chose, quand vous apprenez à y accéder consciemment, quand vous arrêtez de le cacher sous la modestie ou sous la honte d'avoir vieilli, ce quelque chose rayonne.
La quatrième habitude, c'est donc de cultiver une relation consciente avec votre propre histoire. Il y a une distinction essentielle à faire ici entre deux façons de porter son passé. Il y a la façon dont le passé nous pèse, les regrets, les rancœurs, les histoires que l'on se raconte sur ce qu'on aurait dû faire autrement, les blessures que l'on n'a jamais soignées et qui continuent de saigner à bas, bruit dans des pièces fermées de la maison intérieure. Et il y a la façon dont le passé nous nourrit, les ressources que l'on a construites, les forces que l'on a découvertes dans l'adversité, la sagesse tranquille qui vient d'avoir traversé beaucoup et d'être encore là. Le travail psychologique et contemplatif consiste à faire la différence, à aller dans ces pièces fermées, pas pour y demeurer, pas pour s'y noyer, mais pour y allumer une lumière, regarder ce qui s'y trouve, reconnaître ce qui mérite d'être reconnu, et laisser partir ce qui n'a plus besoin. D'être gardé. Une des pratiques les plus puissantes pour ce travail est l'écriture contemplative. Pas un journal comme on le faisait peut-être à 20 ans, avec une régularité disciplinée. Plutôt des lettres à vous-même à différents âges. Une lettre à la femme que vous étiez à 40 ans et qui ne savait pas encore ce que vous savez aujourd'hui. Une lettre à la femme que vous serez dans 10 ans, si tout se passe bien. Ces lettres font quelque chose d'extraordinaire. Elles créent un pont entre les différentes versions de vous-même. Elles vous rappellent que vous n'êtes pas figé, que vous avez évolué, que vous continuerez d'évoluer. Que la maison que vous habitez n'est pas une construction définitive, mais un espace vivant. L'un des plus grands psychologues de la sagesse, Paul Balt, qui a consacré sa vie à étudier ce qu'il appelait la sagesse pratique, a montré que les femmes entre 60 et 80 ans, lorsqu'elles sont engagées dans une réflexion consciente sur leur propre vie, atteignent des niveaux de sagesse supérieurs à ceux de toute autre tranche d'âge. Supérieur, pas inférieur, supérieur, ce n'est pas un cadeau qu'on reçoit passivement, c'est quelque chose qu'on cultive et vous en avez toutes les ressources. La cinquième habitude est peut-être celle dont on parle le moins parce qu'elle touche à quelque chose de fragile et de précieux. La capacité à recevoir. Les femmes de cette génération ont été formées à donner. C'est une beauté réelle, c'est aussi parfois une armure, parce que donner, on sait comment faire. On sait tenir la position de celle qui donne. Mais recevoir vraiment, laisser quelque chose entrer, laisser une gentillesse atteindre quelque chose en soi, laisser une émotion belle traverser plutôt que la minimiser immédiatement avec un « oh, ce n'est rien ». Je vous en prie, c'est rien du tout. Cette capacité-là, elle peut s'être atrophiée à force de ne pas être exercée. Et c'est tragique, parce que la vie continue de nous envoyer des moments de beauté, des moments de connexion, de petites grâces quotidiennes, un oiseau qui chante exactement au bon moment. L'odeur du pain chaud dans une boulangerie un matin d'hiver. Le sourire d'une inconnue dans la file du supermarché. Une voisine qui dit, au passage, « Vous avez l'air bien aujourd'hui » et qui le pense vraiment. Si nous ne savons plus recevoir ces moments, si nous passons à travers eux sans les laisser nous toucher, alors nous vivons dans une maison hermétique. Bien construite peut-être, bien isolée certainement, mais sans air qui entre. Et une maison sans air qui entre, aussi bien bâtie soit-elle, étouffe progressivement. La pratique ici est simple, mais exige une forme d'attention délibérée. Chaque jour, identifiez un moment, un seul, dans lequel quelque chose de bon est entré dans votre vie. Ce peut être infime. Ce peut être une lumière particulière sur votre fenêtre le matin. Ce peut être une pensée douce que vous avez eue sans l'avoir cherchée. Et quand vous l'avez identifié, restez avec lui pendant 10 respirations. 10 respirations complètes en laissant ce bon moment occuper tout l'espace de votre conscience. Sans le minimiser, sans déjà penser à ce qui vient après. Juste le laisser être et vous laisser être affecté par lui. C'est ce que les chercheurs en psychologie positive appellent le savouring, la capacité à savourer. Et les études menées sur ce sujet montrent de manière cohérente que les personnes qui pratiquent le savouring régulièrement ont des niveaux de bien-être significativement plus élevés, indépendamment de leurs circonstances extérieures.
pas à cause de ce qui se passe dans leur vie, mais à cause de la façon dont elles s'y rapportent. C'est une liberté radicale, c'est peut-être la liberté la plus radicale qui existe. Véras, avant de vous parler de la 6e et dernière habitude, permettez-moi de revenir un instant à cette question qui nous accompagne depuis le début. Pourquoi celles qui ont le plus vécu semblent-elles parfois les moins vues ? La réponse commence à apparaître, n'est-ce pas ? Elles semblent moins vues parce qu'elles ont parfois appris à se voir elles-mêmes avec moins de clarté, moins de tendresse et moins d'intentionnalité que ne le méritent leur histoire et leur richesse intérieure. Elles semblent moins vues parce que la culture, avec ses images de jeunesse et de visibilité sociale bruyante, n'a pas appris à valoriser ce que seules les années peuvent donner. Mais il y a une autre réponse, plus intime. Et cette réponse-là, c'est nous qui la détenons. On n'est vraiment vu que lorsqu'on se permet d'être vu. Et on se permet d'être vu seulement quand on cesse de se cacher. Et on cesse de se cacher seulement quand on a décidé, vraiment décidé, que ce que l'on est vaut la peine d'être montré. Et c'est exactement ce que fait la 6e habitude. La 6e habitude est celle de la présence choisie. Pas la présence passive de celle qui attend que quelqu'un vienne lui tenir compagnie. La présence active, délibérée de celle qui décide chaque jour comment elle va occuper l'espace de sa vie. Il faut d'abord comprendre ce que cela veut dire concrètement, parce que la présence choisie n'est pas une métaphore abstraite. C'est une série de décisions quotidiennes, souvent minuscules, qui ensemble construisent quelque chose d'immense. C'est décider que ce mardi matin, vous allez marcher dans un endroit que vous n'avez pas fréquenté depuis longtemps. Pas parce qu'on vous l'a recommandé, pas pour faire de l'exercice selon un programme, parce que vous voulez, parce que ce lieu vous appartient autant qu'à n'importe qui d'autre, et que votre présence là-bas a de la valeur, même si personne ne la remarque. C'est décider que ce soir, plutôt que d'allumer la télévision par automatisme, vous allez mettre une musique que vous aimiez à 30 ans et que vous n'avez pas réécoutée depuis. Et laisser ce que cette musique fait en vous, ce qu'elle remue, ce qu'elle réveille, simplement exister, sans le fuir, sans le gérer, juste le vivre. C'est décider que lorsque vous êtes dans un café ou dans une salle d'attente, vous allez lever les yeux de votre téléphone et regarder autour de vous avec une curiosité bienveillante. Non pas parce que vous cherchez quelque chose de particulier, mais parce que la vie est là, devant vous, et qu'elle mérite votre regard. Une femme qui a développé cette habitude de présence choisit change quelque chose dans l'atmosphère autour d'elle. Et ce changement n'est pas un mystère. C'est de la physique sociale. Les êtres humains sont profondément sensibles à la présence ou à l'absence des autres. Une personne vraiment présente, c'est-à-dire vraiment là, dans son corps, dans ses yeux, dans son attention, attire quelque chose chez les autres, une reconnaissance, un désir de proximité. Une sensation que cet espace partagé a de la valeur, c'est cela, l'irrésistibilité dont nous parlons, pas la séduction au sens romanesque, la force de gravité de celle qui habite pleinement ce qu'elle est et où elle est. Cela se voit, cela se sent, et cela attire inévitablement. Il y avait une femme que je veux vous évoquer, Thérèse, 78 ans, ancienne libraire de Caen. Elle vivait seule depuis que son mari était parti il y a 12 ans, et elle vivait seule joyeusement. Ce n'était pas une façade. On le sentait à sa façon d'être dans une pièce, à la façon dont ses yeux s'allumaient quand quelqu'un lui parlait d'un livre, d'un voyage, d'une idée. Elle avait ses rituels. Son café du matin avec une vraie tasse en porcelaine, pas en carton. Sa promenade quotidienne au bord de l'Orne par n'importe quel temps. Ses appels téléphoniques à ses petits-enfants, jamais pour se plaindre, toujours pour demander avec une vraie curiosité ce qui se passait dans leur vie. Sa façon de dire à sa voisine qui lui portait des légumes du jardin « Tu es trop gentille, j'en suis vraiment touchée, merci de penser à moi ». Et elle le pensait vraiment. Elle laissait ce moment la toucher vraiment. Ce n'était pas une recette qu'elle avait lue quelque part. C'était l'intelligence accumulée d'une vie entière de choix conscients, petits et grands. C'était une architecture intérieure construite sur la durée, avec patience,
avec tendresse envers elle-même. Et cette architecture-là, nous pouvons toutes en être l'architecte, à tout âge, y compris maintenant, y compris aujourd'hui. Mira, parce qu'il y a encore quelque chose d'important à dire avant que nous nous quittions, quelque chose sur la nature même de ce travail intérieur. Ce travail n'est pas une performance. Ce n'est pas une liste de choses à cocher pour être enfin suffisamment épanoui. Ce n'est pas non plus une injonction à être heureuse à tout prix, à sourire quand on n'en a pas envie, à prétendre que tout va bien quand il y a des jours où tout ne va pas bien. La pleine conscience, telle qu'elle a été développée dans la tradition contemplative et intégrée à la psychiatrie moderne, ne demande pas la perfection, elle demande la présence. Et il y a une différence immense entre les deux. La présence dit « ce matin, je me sens un peu seul, et c'est difficile, et c'est réel ». La perfection dit « je ne devrais pas me sentir seul, il faut que je fasse quelque chose pour ne pas me sentir seul ». La présence accompagne, la perfection fuit, et la fuite coûte plus cher que tout. Il y a des jours où la maison intérieure est froide. Il y a des jours où les murs semblent se rapprocher. Il y a des jours où la solitude est pesante d'une façon qui ne se résout pas avec une pratique de 5 minutes et une belle pensée. Ces jours-là existent. Et ils méritent d'être reconnus avec la même honnêteté que les autres. Ce que la psychologie de la compassion envers soi-même, développée notamment par la chercheuse Christine Neff, nous enseigne, c'est que le premier geste sur ces jours-là n'est pas de se secouer. C'est de se dire avec douceur ce que vous diriez à une amie chère qui vous appellerait en larmes. C'est difficile ce que tu vis, c'est réel. Tu n'es pas faible d'en avoir du mal, tu es humaine. Et tu n'es pas seul dans cette humanité. Ce dialogue intérieur peut paraître artificiel au début. Il peut sembler condescendant ou naïf, mais il ne l'est pas. Il repose sur des décennies de recherche qui montrent que l'autocompassion, c'est-à-dire le fait de se traiter avec la même gentillesse qu'on accorderait à quelqu'un qu'on aime, est l'un des prédicteurs les plus robustes. De bien-être psychologique, de résilience et même de santé physique. Nous avons appris, beaucoup d'entre nous, que se faire du bien à soi-même était égoïste, que se plaindre était faible, que tenir bon sans rien montrer était une forme de dignité. Et parfois, oui, la dignité est dans la retenue. Mais la dignité n'est jamais dans le refus de se voir souffrir. Parce que ce refus, cette fermeture de la porte sur la douleur, finit toujours par coûter ce qu'il voulait éviter. Pourquoi celles qui ont le plus vécu semblent-elles parfois les moins vues? Peut-être aussi parce qu'elles ont appris à ne pas se voir elles-mêmes souffrir, à ne pas se voir elles-mêmes du tout en dehors du rôle qu'elles occupaient pour les autres. Le travail que nous faisons ensemble aujourd'hui, c'est de défaire ce vieux réflexe, doucement, sans violence envers ce qu'il était et ce qu'il a servi, mais résolument, parce que vous méritez d'être vu. Et la première personne qui doit vous voir, c'est vous. Voici maintenant, parce que nous arrivons vers la fin de cette conversation et qu'il faut atterrir dans quelque chose de concret et de portable. Voici ce que l'on pourrait appeler le protocole du soir, une petite ritualisation de fin de journée qui intègre plusieurs des éléments que nous avons explorés. Chaque soir, avant de dormir, il y a 5 gestes que vous pouvez faire. 5 gestes brefs que vous pouvez accomplir en 20 minutes ou en 5, selon votre énergie du moment, selon ce que ce jour vous a pris ou donné. Le premier geste, c'est celui de la gratitude spécifique. Non pas une gratitude générale et un peu creuse du genre « je suis reconnaissante pour ma vie ». Quelque chose de précis, quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Un moment, une sensation, une pensée, une interaction, quelque chose qui a eu lieu dans les dernières 24 heures et qui contenait, même infime, quelque chose de bon. Nommez-le à voix haute ou par écrit. Nommez-le de façon spécifique, parce que la spécificité est ce qui ancre l'expérience dans le cerveau, plutôt que de la laisser filer comme de l'eau entre les doigts. Le deuxième geste, c'est celui du pardon quotidien, pas le pardon dramatique des grandes réconciliations,
Le pardon quotidien, banal et essentiel, envers vous-même. Parce qu'il y a presque toujours quelque chose dans une journée qu'on aurait pu faire différemment. Un mot qu'on regrette, une occasion de connexion qu'on n'a pas saisie, un moment de fermeture ou d'impatience envers soi-même ou quelqu'un d'autre. Reconnaissez-le et laissez-le partir, pas le nier. Le reconnaître et le relâcher. Il a fait partie de la journée. La journée se termine. Vous pouvez la poser. Le troisième geste, c'est celui de la connexion. Même si vous n'avez parlé à personne aujourd'hui. Même si la journée a été entièrement solitaire dans ses faits. Pensez à quelqu'un que vous aimez. Envoyez-lui une pensée, pas un message nécessairement, juste une pensée sincère et dirigée. Imaginez son visage. Ce qu'il ou elle est peut-être en train de faire en ce moment, ce que vous lui souhaiteriez de bien. Cet acte mental de connexion bienveillante, la psychologie positive l'appelle la bienveillance aimante, et elle a des effets mesurables sur le sentiment de lien social, même en l'absence de contact physique réel. Le quatrième geste, c'est le scan corporel dont nous avons parlé. 2 à 5 minutes. Du sommet de la tête aux pieds, sans forcer, en observant, en étant là. Et le cinquième geste, c'est celui de l'intention du lendemain. Pas une liste de tâches, une intention, une seule phrase. Demain, je vais. Demain, je vais m'offrir ceci. Demain, je vais faire attention à cela. Demain, je vais appeler cette personne. Quelque chose de petit, de réel que vous choisissez ce soir pour la femme que vous serez demain matin. Ce protocole ne va pas transformer votre vie en une semaine. Mais il va commencer à construire quelque chose. Quelque chose que les architectes intérieurs connaissent bien, une fondation. Et une maison bien fondée peut accueillir ensuite tout le reste. Figeat, parce que nous ne pouvons pas parler de tout ça sans parler de ce que signifie vieillir dans une culture qui n'a pas encore vraiment décidé de regarder les femmes âgées avec l'admiration qu'elles méritent. Il faut nommer cela sans amertume, mais avec clarté, parce que la clarté est thérapeutique et l'aveuglement ne sert personne. La culture du visible, la culture des écrans et des images valorise la jeunesse avec une intensité qui peut, si on le laisse faire, déposer dans l'intérieur d'une femme de 65 ans ou de 70 ans une forme de honte douce mais constante. Une honte de vieillir, une honte d'être à cet âge-là, comme si chaque ride était une faute, comme si chaque cheveu blanc était une défaite. Comme si le seul corps digne d'exister était un corps jeune. Ce mensonge culturel, parce que c'en est un, est l'un des plus toxiques que notre société ait produit. Et il atterrit avec une force particulière sur les femmes, parce que les femmes ont été, depuis des siècles, évaluées sur leur apparence physique d'une façon qui n'a pas d'équivalent masculin. La résistance à ce mensonge n'est pas de prétendre qu'on ne vieillit pas. Ce n'est pas de se battre contre le corps qui évolue avec l'âge. La résistance, la vraie, celle qui libère, c'est de décider que votre valeur n'a jamais résidé là, qu'elle n'a jamais été dans le lissé de votre peau ou dans la couleur de vos cheveux. Qu'elle était, qu'elle est, et qu'elle continuera d'être dans quelque chose que les années ne prennent pas, mais au contraire enrichissent votre présence, votre profondeur, votre façon d'aimer, votre façon d'écouter. Votre façon de comprendre ce que les jeunes gens ne comprennent pas encore parce qu'ils n'en sont pas là. Votre valeur est dans la maison que vous êtes. Et cette maison, avec ses années, est devenue plus riche, plus complexe, plus hospitalière que jamais, si vous consentez à l'habiter. Il y a une femme que je ne citerai pas par son prénom réel, mais simplement comme une femme que beaucoup reconnaîtront. Une femme de 68 ans qui était venue en consultation après une longue dépression, réactionnelle, née de la rupture d'une relation de longue durée. Elle avait dit, au bout de la 3e séance, quelque chose de tellement juste qu'on ne peut pas ne pas en parler. Elle avait dit en regardant ses mains sur ses genoux, « Pendant toute cette vie, je me suis comportée comme si j'étais la gardienne d'une maison qui appartenait aux autres. Et maintenant, je comprends que la maison, c'est moi. Et que personne d'autre ne peut l'habiter à ma place.
Ce moment-là, ce déplacement du regard de la gardienne de la maison des autres vers l'habitant de sa propre demeure, c'est peut-être le déplacement le plus fondamental et le plus libérateur que cette conversation veut produire en vous, parce que vous avez passé beaucoup de temps à vous occuper de la maison des autres, beaucoup de temps à nourrir, à soigner, à soutenir, à réparer. Ce temps était précieux, ce temps était réel, il n'est pas perdu. Il vous a construite. Mais maintenant, à ce moment de votre vie, dans cette solteria que vous habitez, dans cette maison que vous êtes, il y a une invitation. L'invitation de vous occuper de votre propre maison avec le même soin, la même attention et la même amour que vous avez accordé à celle des autres. Ouvrir les pièces fermées, aérer, laisser entrer la lumière. Réparer ce qui mérite de l'être, laisser tomber ce qui est trop lourd à porter. Décorer selon vos propres goûts et non ceux que vous avez adoptés par habitude ou par souci de plaire. Invitez en vous ce qui vous nourrit et fermez doucement la porte sur ce qui vous épuise. Pourquoi celles qui ont le plus vécu semblent-elles parfois les moins vues? Pour la dernière fois, laissons cette question résonner. Et peut-être que maintenant la réponse a changé de forme en vous. Peut-être qu'elle n'est plus une question à laquelle vous attendez une réponse extérieure. Peut-être qu'elle est devenue une invitation à vous regarder vous-même autrement. Parce que la visibilité n'est pas toujours ce qu'on croit, ce n'est pas d'abord être vu par les autres. C'est d'abord ne plus se cacher à soi-même. C'est d'abord se reconnaître, se valider, se choisir. Et quand une femme fait ça, quand elle se choisit elle-même avec cette clarté et cette tendresse et cette intentionnalité, quelque chose change dans son rayonnement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. C'est de la présence. Et la présence, nous l'avons dit, attire. Inévitablement, inexorablement, avec une douceur qui n'a besoin d'aucune performance, elle attire. La femme mûre irrésistible, elle est celle-ci. Elle n'est pas celle qui prétend avoir 30 ans. Elle est celle qui a 70 ans et qui ne s'en excuse pas. Elle est celle dont les yeux ont quelque chose dedans, une profondeur, une chaleur, une intelligence du temps qui passe. Elle est celle qui écoute d'une façon qui fait sentir à l'autre qu'il existe vraiment. Elle est celle qui peut rire de bon cœur parce qu'elle a appris que le rire n'est pas réservé à la légèreté de la jeunesse, mais appartient à ceux qui ont décidé de rester vivants, vraiment vivants, à tout âge. Elle est celle qui porte son histoire, non comme un fardeau, mais comme un manteau riche et sombre, fait de fils d'expérience et de courage. Elle est vous, elle peut être vous. À la condition unique, absolue et suffisante que vous décidiez de l'habiter. Alors voilà ce que je vous propose, pour ce soir ou pour demain matin, une seule chose, une seule. Choisissez une pièce de votre maison intérieure que vous avez laissée fermée, une seule, pas toutes, une, et posez simplement la main sur la porte. Vous n'avez pas à l'ouvrir en grand tout de suite. Vous n'avez pas à savoir ce que vous allez y trouver. Posez juste la main sur la porte et restez là un moment. Sentez le bois sous votre paume. Laissez-vous reconnaître que cette pièce existe, que vous savez qu'elle est là, que vous n'avez plus besoin de faire semblant qu'elle n'existe pas. C'est le premier pas. Et les premiers pas, dans le travail intérieur comme dans tous les voyages, sont ceux qui décident de tout. Vous avez toutes les ressources pour ce voyage, vous les portez depuis longtemps, souvent sans le savoir. Cette conversation, espérons-le, n'a pas créé quelque chose de nouveau en vous. Elle a simplement allumé une lumière sur ce qui était déjà là. Prenez soin de vous avec la tendresse et l'attention que vous réservez d'habitude aux autres. Vous la méritez au moins autant. Et ce chemin que vous commencez ou que vous continuez vers une solteria pleine, vivante et belle, ce chemin n'est pas un chemin de résignation. C'est un chemin de dignité, de découverte, de liberté. Et cette liberté-là, à cet âge-là, dans cette maison que vous êtes, elle est peut-être la plus belle que vous ayez jamais connue.